Ok, bonjour alors à toutes et tous. Normalement, ça y est, on a réussi. On doit être en direct. Alors, vraiment, toutes mes excuses pour ce petit décalage de temps dû à des contraintes techniques voilà, habituelles, qui peuvent être habituelles malheureusement sur ce type de visioconférence. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir patienté et donc bienvenue à chacune et chacun pour ce webinaire que Sandrine du réseau de Cocagne, réseau Compost Citoyen, je suis troublée du coup, va vous présenter, vous exposer un peu le contexte. Je t'en prie, Stéphanie. Hop, je réactive le son. Donc Stéphanie Vincent Suite du réseau Compost Citoyen. Oui, nous avons décidé avec Génération Future de faire un webinaire commun parce que le réseau Compost Citoyen anime la quinzaine nationale Tous au compost chaque année. Donc, qui a démarré samedi dernier. Et il se trouve que Génération Future fait sa semaine pour les alternatives aux pesticides juste avant. Et donc, on a quelques jours où les deux événements se chevauchent. Et ça fait ça fait plus d'une année maintenant qu'on parle de faire un événement commun parce qu'on a beaucoup de points communs, justement. Est-ce que je dis deux mots sur le réseau Compost Citoyen ou Tous au compost? Oui, alors le réseau Compost Citoyen, du coup, est une association nationale créée en 2009. Donc voilà, ça fera 12 ans cette année, qui fait la promotion du compostage de proximité. Toutes les techniques de compostage qu'on a en individuel et en collectif, comme en pied d'immeuble, en quartier, mais aussi en établissement. Et avec vraiment beaucoup d'accent sur la proximité et faire avec les gens. Il faut aussi rappeler qu'on a un petit impératif qui est l'obligation du tri à la source des biodéchets qui nous est imposé par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020. Donc, d'ici jusqu'au 31 décembre 2023, il faut tout mettre en œuvre pour mettre en place des solutions. Et à partir de 2024, tout le monde doit trier à la source ses biodéchets. Donc voilà, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Et Tous au compost, cette quinzaine annuelle, est le moment pour vraiment parler compost partout en France. Donc on approche des 800 événements organisés ces 15 jours partout. Donc voilà, si vous voulez des informations, c'est semaine-du-compostage.fr et la page Facebook. Bon, toutes les informations sont dans la description et la page Facebook. Voilà en tout cas pour moi pour le réseau Compost Citoyen. Nadine, peut-être que tu peux du coup parler de Génération Future. Alors ton micro est encore coupé. Oui, bien sûr, excusez-moi. Rapidement, donc Génération Future, c'est une association nationale qui travaille depuis des années, 25 ans maintenant, sur la question des pesticides. Et on a initié donc, cette semaine pour les alternatives aux pesticides il y a maintenant 16 ans. Donc on la coordonne, elle réunit plus de 50 partenaires nationaux et internationaux. Et dans le cadre de cette semaine, bien sûr, la part belle est faite au jardinage amateur, parce que depuis des années, il y a énormément de visites de jardins écologiques qui sont faites dans le cadre de cette semaine pour démontrer que l'utilisation des pesticides n'est pas une fatalité, loin s'en faut. Et Denis Pépin, notre invité du jour, pourra s'en faire l'écho largement. La semaine dure 10 jours, hein, c'est une semaine républicaine du 20 au 30 mars. Alors d'ailleurs, on va un petit peu déborder cette année au-delà de cette journée du 30 mars. L'objectif, bien sûr, c'est de démontrer que l'utilisation des pesticides, c'est dangereux pour la santé et l'environnement, mais que c'est aussi possible de s'en passer et c'est très souhaitable, que ce soit en agriculture ou au jardinage, comme on va le démontrer aujourd'hui. Alors, cette question du jardin, elle est très intéressante parce que depuis des années, on se bat, nous, pour faire en sorte que les jardiniers amateurs ne soient plus exposés à ces produits-là. On a aujourd'hui la chance, d'ailleurs, d'avoir une réglementation portée par des associations, mais surtout par un sénateur qui s'appelle Joël Labbé, qui a défendu absolument l'idée qu'on ne pouvait plus exposer les jardiniers à ces produits. Et donc, ils sont aujourd'hui interdits à la vente et à la détention, d'ailleurs, pour les jardiniers amateurs, les pesticides de synthèse. Et c'est une très bonne chose, puisque évidemment,
on sait très bien que ces produits sont dangereux et que, surtout quand on est un jardinier amateur, on a des techniques, et beaucoup de techniques alternatives pour se passer de ces produits. On va en parler d'ailleurs avec Denis aujourd'hui, qui est notre invité expert du jour sur la question un peu globale du webinaire qui vient de jardinier au naturel. On va aborder de grosses thématiques principales, en fait. C'est la question notamment du paillage, où on a eu beaucoup de questions. Puis une deuxième partie qui sera plus sur le compost, les amendements, les équipements. Et puis, on continuera à échanger avec vous si vous avez des questions ensuite un peu pointues, un peu plus précises ou plus générales sur ce sujet du jardin au naturel. Si ça vous va comme ça, on peut du coup... déjà, Denis Pépin, avoir le plaisir de t'accueillir pour ce webinaire. Merci à toi. Peut-être tu peux te présenter, parce que ceux qui n'ont pas la chance de te connaître et de connaître les ouvrages que tu as publiés sont sûrement très intéressés pour connaître un peu ton parcours. Et puis ensuite, on enchaînera avec nos deux grandes parties évoquées préalablement. Je précise juste que Denis est adhérent de Génération Future et du réseau Compost Citoyen, d'où un choix assez évident. De longue date. Oui, je vais me présenter avec le diaporama que j'ai préparé. Donc pour me présenter, c'est voilà. Donc moi j'ai eu une formation d'ingénieur écologue et agronome, et j'ai fait pendant longtemps un travail comme chargé de mission pour l'agglomération rennaise, et ensuite je me suis lancé au bout de 25 ans dans la formation pour professionnels, notamment pour les jardiniers des communes, la ville de Paris, Rennes bien sûr, Quimper, le jardin du Luxembourg qui est le Sénat, et ensuite j'ai plutôt été vers des formations pour les jardiniers amateurs. Alors, je jardine depuis très très longtemps, je composte depuis longtemps, je n'ai jamais jeté les moindres déchets, et étant connu sur le secteur, j'ai été sollicité par l'ADEME pour travailler sur la conception des modules de formation de guides composteurs et de maîtres composteurs avec Vincent Gob, Christian Enchaîne, etc. Et puis, bien sûr, je suis membre du réseau Compost Citoyen, mais aussi je suis journaliste avec une activité importante avec les 4 saisons du jardin bio, et qui, avec le Centre des Terres Vivantes, pour lequel j'ai fait un certain nombre de livres, dont le livre sur compost et paillis, qui est une des références dans le domaine. Voilà. Donc, je vais continuer puisque voilà, j'ai préparé un diaporama en réponse aux questions qui ont été posées préalablement et qui ont été collectées par les différentes associations. Donc, les premières questions, c'était relative au paillage, c'était pourquoi et comment pailler. Donc, beaucoup de questions sur le paillage, et notamment des questions sur à quel moment faut-il pailler, faut-il pailler après avoir semé, donc ça concerne le potager, quelle est la durée du paillage, est-ce qu'il faut le retirer à un moment donné ou pas. Donc c'est ces questions-là auxquelles je vais répondre dans une première partie. Donc d'abord, ce qui paraît quand même important, c'est de rappeler les objectifs du paillis, parce que justement, quand on a compris les objectifs du paillis, on a une partie de la réponse sur combien de temps faut-il pailler, faut-il enlever le paillis, etc. Donc, le premier objectif, c'est d'éviter que la terre se tasse quand il pleut. Alors d'abord, oui, pardon, je suis un peu troublé par les problèmes techniques que nous avons eus précédemment, et donc je voulais rappeler quand même quels sont les grands principes du jardinage au naturel. Donc, jardinage au naturel, c'est le mot qui est utilisé pour désigner cette pratique du jardinage sans pesticides chimiques, mais bien entendu pas de pesticides chimiques, mais bien plus que ça, c'est d'abord accueillir les plantes dans de très bonnes conditions, avec une très bonne terre qui est riche en humus, qui est facile à travailler, qui retient bien l'eau, etc. Les autres principes, c'est de toujours non pas nourrir les plantes par des engrais, qu'ils soient chimiques ou organiques directement assimilables, mais on nourrit la terre par
l'activité biologique du sol. C'est donc l'activité biologique du sol qu'on va nourrir et stimuler. Et donc, on va utiliser bien sûr les paillis, le compost, tous nos déchets de cuisine et du jardin pour arriver à cet objectif-là. Et puis, dans les éléments du jardinage naturel, eh bien, on a un élément important, c'est la maîtrise des herbes indésirables. Et là, le paillis est extrêmement important parce que la seule solution, c'est d'avoir un sol toujours couvert ou couvert le plus longtemps possible. Donc, toujours couvert quand on a affaire au jardin d'ornement, le plus longtemps possible quand on a affaire au potager. Et puis, tout faire pour que on accueille les plantes dans de bonnes conditions, elles seront moins malades, mais qu'on accueille aussi tous les auxiliaires qui vont aider les plantes à se protéger des ravageurs, donc accueillir les auxiliaires dans leur jardin. Et là aussi, on se rend compte que les paillis jouent un rôle important. Alors bien sûr, éviter les pratiques de jardinage, je ne vais pas développer, mais il y en a beaucoup, éviter les pratiques de jardinage qui favorisent les maladies. Et donc, quand on veut jardiner au naturel, il n'y a pas que les pesticides chimiques de synthèse qui comptent, qu'il faut éviter. Ils sont d'ailleurs interdits maintenant pour les jardiniers amateurs, mais il y a aussi les engrais chimiques, parce qu'on se rend compte que les engrais chimiques, eh bien, ils sont directement assimilables, ils fragilisent les plantes, ils les sensibilisent aux maladies et les ravageurs. Et donc, engrais chimiques égale derrière problème de maladies, de ravageurs, donc des situations souvent insolubles. Donc, il faut aussi arrêter les engrais chimiques. Pour autant, l'excès d'engrais organiques, l'excès de compost, l'excès de fumier, l'excès de purin d'ortie, d'urine, de guano, de cendre, eh bien, peut conduire également à des fragilisations. Donc, jardiner au naturel, c'est pas parce que c'est naturel qu'il faut être dans l'excès, qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut respecter les exigences des plantes, les besoins des plantes. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on pense pas directement. Mais trop de compost, eh bien, c'est pas mieux que pas assez de compost. Bien sûr, pas de terre nue, pas de terre pauvre, arrosée par irrigation au niveau du sol, par l'arrosoir, mais pas directement en arrosant le feuillage pour éviter de sensibiliser les maladies. Voilà, on pourrait en parler pendant très très longtemps, mais on sait que beaucoup d'êtres vivants dans le sol et au-dessus du sol sont favorisés par les excès d'engrais et l'enfouissement du compost. Voilà, donc en quelque sorte, jardiner au naturel, c'est jardiner avec les forces de la nature, c'est jardiner avec le vivant, les micro-organismes, les insectes, les acariens, les lombriques qui sont dans le sol, mais bien sûr au-dessus du sol, tous ceux qui protègent les plantes comme les coccinelles, les mésanges. Donc on appelle ça, le vivant c'est le bio, et donc jardinage au naturel, c'est jardinage biologique, jardinage écologique. Vraiment, la boucle est bouclée, c'est à peu près la même chose. Donc, je reviens sur, après cette introduction, sur le pourquoi du paillis. Et là, comment pailler et la différence entre le jardin d'ornement et le jardin potager, comment enlever le paillis. Bien, on revient sur les besoins du paillis, les besoins des plantes. Tous les sols méritent d'être paillés, toutes les cultures méritent d'être paillées, et c'est même un objectif extrêmement intéressant pour éviter l'apparition des herbes indésirables. Donc une terre nue chez nous, c'est automatiquement des plantes spontanées. Si ces plantes spontanées ne nous plaisent pas, et on a le droit, on les appelle plantes indésirables, et à ce moment-là, pour les éviter, la seule solution, eh bien, ce n'est pas le désherbant, y compris ceux qui sont aujourd'hui autorisés, qui ne sont que des défoliants, mais c'est le paillage pour éviter l'installation des herbes indésirables et éviter le dessèchement du sol. Quand on a un potager, c'est éviter la formation d'une croûte à la surface du sol quand il pleut beaucoup, et on a des pluies de plus en plus violentes, ce qu'on appelle la battance. Donc la battance n'existe pas quand on a le paillis, donc ça c'est important. L'eau est retenue dans le sol et évite d'être évaporée. Quand il n'y a pas de paillis, l'eau s'évapore très facilement. Par contre, quand il y a un paillis, eh bien, elle est retenue par le paillis, et donc elle est totalement disponible pour la plante. Bien sûr, le paillis protège des excès de température, mais le paillis, en se transformant en humus, il donne aux plantes leurs conditions de vie qu'elles avaient dans la nature. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est le jardinage naturel. Ça passe systématiquement par le paillis parce que ce sont les conditions des plantes dans la nature. Sous le paillis, bien sûr, il y a beaucoup plus d'activité biologique. Cette activité biologique, des bactéries principalement, des levures, des algues, mais aussi des champignons, des vers de terre. Et ils se nourrissent des paillis en décomposition et ils améliorent la terre et ils préparent la nourriture des plantes. La terre devient beaucoup plus souple, beaucoup plus poreuse, beaucoup plus facile à travailler, elle retient mieux l'eau
elle accueille beaucoup mieux les racines. Voilà, donc tout ça fait que le paillis est extrêmement important et en même temps, bien, je le disais précédemment, c'est bizarre là, tout ça, ce sont des exemples d'auxiliaires qui sont favorisés par les présences des paillis. Donc on voit bien que la plupart de nos déchets du jardin, plutôt que de faire des montagnes de compost, eh bien on a vraiment intérêt à les valoriser le plus possible sous forme de paillis, aussi bien dans le jardin d'ornement que dans le jardin potager. Alors j'en arrive à la question qui a été posée par plusieurs personnes qui ont envoyé leurs questions à l'avance. Donc dans le jardin d'ornement, c'est un paillis toute l'année. On se contente de renouveler le paillis quand il est décomposé. Et là, des paillis qui mettent du temps à se décomposer, c'est tout à fait salutaire parce que on le met une fois par an, par exemple des feuilles mortes un petit peu coriaces comme ici, et puis on est tranquille pendant un an et on remet un paillis au bout d'un an. Voilà. Mais dans le potager, c'est tout à fait différent parce que le potager, ce sont des cultures temporaires, des cultures qui ont une durée de vie relativement courte, entre 2 mois pour des radis et puis 8-9 mois pour des tomates, par exemple. Et donc, on a des paillis qui vont être nécessairement retirés pour remettre en culture, refaire des semis et refaire des plantations. Donc, on les enlève et on les remet ensuite quand les plantes ont poussé. Et c'est vraiment pas un problème quand le sol, à un moment donné, n'est pas couvert. La vie du sol, les micro-organismes, les vers de terre peuvent très bien vivre pendant quelques semaines sans avoir de paillis qui protègent la terre. Ce n'est absolument pas un problème parce qu'il y a toujours des restes des débris végétaux, il y a toujours également les crottes des vers de terre qui sont remangées en permanence par d'autres êtres vivants, dont les bactéries. Donc il y a toujours une réserve de nourriture dans le sol et c'est pas parce qu'on ne paille pas le potager pendant quelques semaines que c'est un problème. Donc ce qu'on fait, c'est que, et on est en plein dedans, moi je suis en plein dedans en ce moment, pour le potager, eh bien pour la remise en culture, j'enlève les paillis quelques semaines à l'avance, avant la remise en culture, pour que la terre se réchauffe, parce que le paillis évite que la terre se refroidisse, mais il retarde le réchauffement du sol au printemps, donc dans un potager, c'est un problème. Donc on enlève le paillis 1, 2, 3 semaines à l'avance. Si nécessaire, on peut couvrir avec des tunnels plastiques pour faciliter encore le réchauffement et également l'évaporation de l'eau en excès. Et ça va nous permettre ensuite de pouvoir travailler la terre dans de bonnes conditions quand elle est suffisamment ressuyée, c'est-à-dire qu'elle a perdu une partie importante de son eau. Le paillis, c'est également, on va pouvoir travailler la terre, l'émietter, et en émiettant la terre, eh bien, on y reviendra parce que c'était une autre question, on va pouvoir lutter contre un certain nombre de ravageurs du sol, tels que les limaces, en desséchant la terre et en travaillant la terre, eh bien, on leur donne des conditions de vie impossibles, ils disparaissent, par contre, les plantes ensuite retrouveront des conditions de vie excellentes, quoi. Ensuite, on va pouvoir semer et on ne remettra le paillis que lorsque les plantes ont suffisamment poussé et pour un certain nombre de légumes lorsqu'on aura fait le butage. Alors, la question a été de poser comment ça s'enchaîne tout ça. Donc, quelques images pour montrer ça. Donc, la situation, c'est les restes de paillis dans le potager. On les enlève. Là, ce sont des feuilles mortes. Ensuite, si la vie du sol a bien travaillé, on travaille la terre avec un croc ou avec une fourche à bêcher ou avec une biobêche, enfin, qu'importe l'outil. Ce qui est important, c'est qu'il soit utilisé au bon moment lorsque la terre n'est pas trop humide, de sorte qu'elle ne se tasse pas au moment du travail du sol. Comment ça s'enchaîne également avec le semis. Donc une fois que la terre est préparée, eh bien on fait son semis, donc le plus en rang possible, qui va nous permettre de désherber ensuite avec un sarcloir. Et puis on va semer avec donc un cordeau. Ensuite, quand les plantes commencent à pousser, on va sarcler pour désherber, éviter l'apparition des herbes indésirables. Donc là, et toujours, évidemment, on n'utilise pas de désherbant du tout. Le paillis, on le mettra seulement lorsque les plantes auront suffisamment poussé et pourront supporter ce paillis à côté sans que les oiseaux le déplacent et recouvrent les jeunes semis. C'est le gros problème, ce sont les oiseaux. Ils ont bien compris que sous le paillis, il y avait énormément de vie, énormément d'activité biologique, et donc le paillis, bien, il le gratte, et on a beau faire, c'est bon signe, mais seulement il faut que les plantes soient suffisamment hautes pour supporter
d'être un petit peu avec du paillis au pied lorsque les oiseaux grattent. Voilà, donc on met le paillis seulement quand les plantes sont suffisamment grandies. Donc pendant tout ce temps-là, la terre est nue, mais ce n'est pas grave pour la vie du sol, elle va s'en remettre très très facilement, quoi. Donc voilà des exemples du potager paillé, là, des épinards, des radis, des navets, avec de la tonte de pelouse, des feuilles mortes à droite avec les fraisiers. Voilà. Et il y a un certain nombre de légumes, comme les pommes de terre, comme les haricots, comme les poireaux, qui vont être butés d'abord, c'est-à-dire qu'on va ramener de la terre à leurs pieds pour qu'ils puissent se développer, les pommes de terre dans la butte, les poireaux faire un long fût blanc, les haricots pour mieux les tenir pour pas qu'ils se couchent. Et c'est seulement après avoir constitué cette butte que l'on va pouvoir pailler. Ici les poireaux, là les pommes de terre avec de la tonte de pelouse. Donc pendant tout ce temps-là, la terre est nue. Mais je le redis encore une fois, ce n'est absolument pas grave. Alors on va utiliser pour le potager tout ce dont on a, tout ce qu'on a sous la main au moment où on en a besoin. De la tonte de pelouse quand c'est la pelouse à tonte, si on en a une pelouse. Là, c'est du broyat d'arbustes taillés pour les remettre en forme après la floraison. Ici, ce sont des persistants entre les tomates, au pied des courgettes. Là, ce sont des pommes de terre qui ont été récoltées. Et puis, la terre a été chamboulée. Alors, le paillis, forcément, il n'y en avait plus. Et puis, juste après, on a planté les légumes d'été et d'automne, les scaroles. Et puis, une fois qu'elles sont suffisamment grandes, là, vous le voyez, on repaille. Et ça pousse très vite, dans ces conditions de vie excellentes que les légumes ont. Eh bien, là, on est fin août. Là, c'est 15 jours après, mi-septembre. Vous voyez, ça pousse très vite. Là, on arrive début octobre. Et 15 jours après, on va pouvoir commencer à récolter et les salades et les poireaux. Donc, vous voyez, le paillis est tout de suite remis en place dès que possible. Et on paille avec ce qu'on a sous la main, y compris des tailles de thuya, ici de la mâche, de la salade, des feuilles mortes en automne. Voilà. Et ce qui est important, en revanche, même si la terre est nue pendant quelques périodes dans l'année, il y a vraiment une période dans laquelle les paillis sont systématiquement apportés au sol, c'est l'automne et l'hiver, c'est là où l'activité biologique est à son apogée, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut donner de la nourriture pour les êtres vivants du sol. Donc on va utiliser des paillis qui se décomposent relativement rapidement, les restes de culture, par exemple des feuilles tendres, de noisetiers, de tilleuls, enfin ce qu'on a sous la main dans le jardin, quoi. Alors, une question était posée. Juste Denis, je vais t'interrompre 2 petites secondes parce que j'ai une question qui est en relation avec ce que tu as dit juste avant. Il y a un petite qui nous demandait est-ce qu'il y a des végétaux à ne surtout pas prendre pour le paillage? Alors oui, tout à fait. Dans la région nord de la France, tout particulièrement, ou la façade ouest soumise aux pluies, eh bien, il y a de l'humidité, donc il y a des plantes telles que l'ail, l'oignon, l'échalote qui sont fragiles par rapport à des maladies racinaires. Et c'est pas le paillis qui transmet des maladies, mais c'est le paillis qui maintient l'humidité au niveau des racines, qui sont superficielles, et donc qui peut entraîner donc une pourriture au niveau du plateau racinaire. Donc dans les régions où il y a de l'humidité, c'est ail, oignon, échalote, on ne les paille pas. Par contre, c'est sûr que sur les pourtours méditerranéens, on pourrait les pailler, il n'y a pas vraiment de problème à ce moment-là. Alors, la question portait surtout sur le type de paillage à mettre sur le sol. Est-ce que là, on exclut… Alors, je voyais que tu évoquais le thuya. Moi, je suis très surprise. Je pensais qu'on ne devait pas mettre de thuya en fait, au sol pour pailler. Est-ce qu'il y a d'autres végétaux comme ça qui, finalement, tous les végétaux sont utilisables pour couvrir le sol? Alors, tous les végétaux sont utilisables pour pailler. Dans la nature, de toute façon, tous les débris végétaux tombent sur le sol et couvrent la terre et ils se décomposent. Dans le potager, on va plutôt choisir des paillis qui se décomposent relativement rapidement parce que le potager, c'est un turnover permanent des éléments nutritifs. Donc, il faut que ces paillis se décomposent vite pour nourrir les bactéries qui libèrent les sels minéraux que les plantes, les légumes vont réutiliser pour leur croissance. Donc, dans l'idéal du thuya, c'est long à décomposer, donc on va plutôt le garder pour le jardin d'ornement. Mais moi, quand j'utilise le thuya au mois d'octobre, je sais qu'il va durer tout l'automne, tout l'hiver, et que il en restera encore un petit peu en février-mars, mais s'il en reste, je vais le ratisser avant de remettre en culture. Mais je ne vais pas utiliser du thuya au pied de radis ou de salade dont la culture dure pas très longtemps, quoi. Là, je vais préférer un paillis qui se décompose vite. En fait, c'est une histoire de bon sens, quoi. On se rend compte au potager que si on a mis un paillis qui dure trop longtemps, il va nous gêner dans la remise en culture. Donc la fois d'après, on se dit, bon, lui, je le réserve plutôt pour les rosiers, les arbustes, les fleurs,
Donc le thuya, moi, je le réserve plutôt pour les arbres, le jardin d'ornement. Mais quand je n'ai que ça et en automne, je l'utilise aussi dans le potager pour couvrir la terre. Voilà. Il n'y a pas d'exclusif vraiment à avoir, quoi. Il n'y a pas vraiment de paillis dangereux. Il y a des paillis qui nourrissent vite la vie du sol, et ça, c'est important pour le potager, mais ils se décomposent vite. Il y a des paillis qui nourrissent lentement la vie du sol. C'est très bien dans le jardin d'ornement, et ils mettent beaucoup plus de temps à se décomposer. Et donc, on est tranquille dans le jardin d'ornement. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. Ok, je te laisse continuer, super. Voilà, donc une question, c'était par rapport, et justement, paillage et lutte contre les limaces. Alors, il se dit souvent que les paillis favorisent les limaces. Oui et non. C'est toujours la même chose. Il y a rarement des réponses absolues, hein, et surtout pas de dogmatisme dans le domaine du jardin. Donc, on sait que les limaces aiment les paillis. Certains paillis sont une nourriture. Je pense à la tente de pelouse. Si on met des déchets de cuisine étalés à la surface du sol, ça sera une question, la question suivante. Les limaces peuvent s'en nourrir parce que les limaces sont aussi des décomposeurs de matière organique. Alors évidemment, ils aiment bien les semis aussi, mais ils décomposent la matière organique. Et donc, un paillis tendre, très bien pour les bactéries, en même temps, c'est aussi un paillis qui a un peu tendance à nourrir les limaces. Donc là, il faut être prudent au printemps, au moment où il y a les reproductions de limaces, les pontes. Il faut éviter d'utiliser ces paillis qui seront trop tendres. Alors les tontes de pelouse, par exemple, je les utilise, moi, mais je les fais bien sécher avant pour que ce ne soit pas une nourriture. Par contre, ça peut être un abri également. Alors, mais là, c'est un abri comme n'importe quoi. C'est-à-dire, quand je mets des planches dans le potager pour éviter de tasser la terre, sous les planches, il y a des limaces qui se protègent. Il n'y en a pas plus, mais ça leur évite de s'enterrer. Donc là, si on paille, c'est un abri. Donc là, on peut retarder le paillis le temps de éliminer le maximum de limaces. C'est aussi des lieux de ponte, mais sous les paillis, il y a aussi les ennemis naturels des limaces. Et donc ça, je vais y revenir. Donc la stratégie que moi j'ai adoptée contre les limaces, c'est une stratégie de leur faire en quelque sorte au potager, mais uniquement au potager, une guerre permanente. Donc dès la fin de l'hiver, quand j'enlève le paillis, comme je l'ai montré précédemment, je travaille la terre avec le croc, la fourche à bêcher ou la biobêche, comme je l'ai déjà dit, et je profite de belles journées comme on a en ce moment, qui sont très chaudes dans la journée et il ne pleut pas, pour dessécher la terre en surface. Je passe le croc régulièrement. On sait que les limaces sont toujours dans entre 0 et 10 cm de profondeur, jamais plus. Donc les œufs sont pondus en ce moment, les bébés limaces émergent en ce moment, les limaces adultes sont très fragiles également et ne vont pas vivre très longtemps. Donc en desséchant la terre dans les premiers centimètres, on tue les adultes, on tue les œufs, on tue les bébés, et derrière, on est tranquille pendant une longue période, quoi. Et je refais la même chose après des cultures d'été. Je retravaille la terre avant la mise en culture pour l'automne et l'hiver. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Et une fois qu'on a mis les paillis, comme je le montrais tout à l'heure, alors le jardin d'ornement qui est intégré chez moi dans le potager pour une partie, il est toujours paillé et on sait que sous les paillis, il y a les ennemis naturels des limaces. On a les carabes, on a les staphylins, on a les vers luisants qui vont manger les œufs de limaces, qui vont manger les bébés limaces. Là, on voit un ver luisant en train de manger une grosse limace, ici en train de manger un escargot. Là, c'est un carabe qui est en train de manger une limace. On a également les mille-pattes, qui sont pour une partie des carnassiers, une partie des espèces. Donc, tout ce monde-là est protégé par les paillis. Donc, ce qui est important, c'est autour du potager, avoir des plates-bandes de fleurs, d'arbustes, avec des paillis permanents, sachant que dans le potager, c'est des paillis plus temporaires. Et donc, sous les paillis permanents, il y aura toujours les ennemis naturels des limaces, qui ensuite reviendront dans le potager. Voilà, donc ça, c'est vraiment une espèce de routine qui se met en place. Et personnellement, depuis que je fais ça, et surtout le travail du sol pour assécher la terre au printemps, et le réchauffement climatique, là, il nous aide, clairement. On a de plus en plus de printemps chauds et secs, et donc j'ai très très peu de problèmes de limaces dans mon jardin, bien qu'il soit extrêmement paillé, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ce problème-là, avant de passer au compost. Alors, je pense que tu as fait le tour et merci beaucoup. Justement, on te proposait d'enchaîner sur la partie compost que Stéphanie va animer.
Et s'il y a des Oui, questions auxquelles on n'a pas pu répondre, sachez qu'on va essayer d'y répondre à la fin, oui. prendre un petit temps voilà, de questions-réponses supplémentaires. Et si nous n'avons pas le temps à ce moment-là, nous y répondrons par écrit. Voilà. Donc, Voilà. n'ayez crainte, mais c'est vrai que le timing est assez serré, donc on va essayer de s'y tenir. Oui, oui, oui. Bon. Du coup, oui, sur la partie compost, du coup, on avait plusieurs questions sur déjà le compostage en soi, la technique du compostage, son utilisation et sa combinaison avec, il y avait le fumier de cheval, il y avait l'urine et aussi une question sur le matériel à utiliser. Donc, je vais te laisser, Denis, dérouler tout ça. D'accord. Alors, j'ai pas vraiment prévu, sauf s'il y a des questions après, de parler de la technique du compostage parce que ça n'avait pas une question qui m'avait été transmise directement, euh, mais comment dire, on pourra y revenir hein, si besoin, bien entendu, quoi. Mais la question était plutôt sur comment dire la différence entre le compostage. Et notamment le fait de faire du compostage de surface ou bien le faire dans un bac classique quoi, ou en tas. Donc voilà, c'est un peu ça, mais on reviendra sur la technique du compostage si nécessaire. Hein. Alors, d'abord, une première chose, c'est que dans la nature, le compostage n'existe pas. Jamais l'État, sauf quand il y a des sangliers qui font du charivari, ou s'il y a du vent qui pousse des feuilles et qui les entasse, l'état de matière organique, ça n'existe pas. Hein. C'est toujours à la surface du sol que tout se décompose. Alors ça se décompose avec les mêmes êtres vivants que dans un tas ou dans un composteur, mais ce n'est pas dans un tas, c'est pas dans un composteur, c'est à la surface. Donc on peut penser que, évidemment, ça sera très bien hein, de faire une décomposition du maximum de résidus végétaux, de restes de culture à la surface du sol. Et pour le potager, c'est le cas, c'est vraiment un avantage. Moins on passe par la case compost et plus on recycle directement à la surface du sol, mieux c'est. Donc, on va recycler notamment eh bien, les restes de culture, s'ils sont riches en cellulose, en sucre, facilement décomposables, les fleurs sèches, enfin ce genre de choses-là, les restes de légumes, eh bien, c'est toujours mieux pour la vie du sol. C'est là où ça va le mieux stimuler les bactéries, les levures, les vers de terre, et donc c'est là où ça va le mieux améliorer la qualité physique chimique et biologique du sol pour avoir une très bonne fertilité. Donc, à chaque fois qu'on peut, c'est-à-dire quand les débris végétaux ne sont pas moches, parce qu'il faut que ça reste joli, esthétique, il ne faut pas non plus qu'ils soient malades, parce que ces débris végétaux peuvent très bien transmettre des maladies pour les générations futures de légumes, non pas d'humains, mais là de légumes, de fruits. Eh bien, on peut étaler ces différents restes de culture à la surface du sol. Là, par exemple, ce sont des restes de petits pois qui sont étalés en guise de paillis sur lesquels les courgettes ensuite et les potirons vont s'étaler. Ici, ce sont, eh bien, j'ai réétalé les haricots, les gousses de haricots secs, après avoir récupéré les grains en demi-secs, je les ai réétalés à la surface du sol. On peut même faire des choses très jolies, comme les cosses de petits pois, là, autour de ce jeune chou rave violet. Ça fait un peu du land art, on peut s'amuser à ce genre de choses-là. Ici, les rhubarbes étalées, les feuilles de rhubarbe étalées à la surface du sol, c'est tellement plus rapide que faire du purin de rhubarbe qui prend un temps fou et qui prend du temps. Là, moi, je les étale directement à la surface du sol. Voilà. Et puis même les épluchures de la cuisine, hein, les restes de repas, pourquoi pas les étaler à la surface du sol. Mais là, du coup, on se heurte quand même à une difficulté. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc, dans les avantages de ce compostage de surface des restes de cuisine et une partie des restes de culture, c'est que, avantage, ça nourrit bien la vie du sol, je l'ai dit, ça améliore très vite et très fort la structure du sol, ça restitue très vite également des éléments nutritifs, donc il y a un turnover intense, mais inconvénient, ça peut favoriser les limaces et les maladies, je l'ai dit, ça peut attirer des indésirables ou des êtres vivants peu désirables. Hein. Les pies, les corneilles, j'ai vraiment par ailleurs, je les trouve très bien, mais quand ils viennent dans le potager, je trouve ça un peu moins bien, les rongeurs encore moins. Et puis l'esthétique n'est pas toujours très facile à intégrer dans son jardin. Donc je dirais oui, mais à bien peser les avantages et bien peser les inconvénients. Quoi.
Voilà. Donc, il y avait aussi pas mal de questions sur quand, comment utiliser le compost, et notamment par rapport aux semis, par rapport aux plantations, par rapport au rythme de culture du potager. Et là, c'est vrai qu'il y a toujours des questions. Là, dans les stages que je fais, effectivement, c'est des questions qui reviennent, que ce soit sur le sol ou le compost ou le jardin biologique. Eh bien, donc d'abord, première chose, c'est que le compost amène tout ce dont les plantes ont besoin. Donc, quand on met du compost à des doses limitées, j'y reviendrai après, ça apporte tout ce dont les plantes ont besoin, pas besoin d'engrais complémentaires. Donc là, on oublie les engrais, qui, bien sûr chimiques, mais même les engrais organiques simples du commerce, guano, etc. On oublie tout ça, le compost suffit. La meilleure période pour mettre le compost, c'est l'automne, l'entrée de l'hiver, donc sur octobre, novembre, début décembre. Hein. C'est l'idéal parce que c'est à ce moment-là que l'activité biologique du sol bat son plein, et à ce moment-là, on a vraiment intérêt à utiliser un compost demi-mûr qui grouille encore de vie. On voit encore des débris, des déchets organiques qui ne sont pas encore complètement décomposés. Il y a eu une première décomposition, une première fermentation, mais pas complète. Et quand on étale ce compost-là à l'automne, eh bien, il y a encore de la cellulose, il y a encore des sucres, il y a encore des éléments carbonés facilement extractibles pour les bactéries. Et c'est donc à ce moment-là que se fait le maximum l'amélioration du sol, et les vers de terre se nourrissent également activement de ce compost encore en cours de décomposition. Alors que les vers de terre ne mangent pas de compost mûr une fois étalé à la surface du sol. Donc c'est le meilleur moment. Ça veut dire aussi qu'on a déjà prévu à l'avance les endroits où on aura des besoins importants de compost. Donc ça veut dire s'organiser, ce qui est anticipé. Quand on n'a pas pu s'organiser et anticiper, il y a une deuxième période pour mettre le compost, c'est maintenant. Mais à ce moment-là, il faut mettre du compost parfaitement mûr, qui a fini totalement sa décomposition, il n'y a plus d'êtres vivants dedans, donc c'est un signe. On ne retenait absolument plus aucun débris végétaux, ils sont tous transformés en cette matière noire que vous connaissez bien, et on va le mettre non pas la veille des semis, ni la veille de la plantation, mais on va le mettre une semaine, 2 semaines avant, et avec une incorporation simplement en surface avec un croc, jamais enfoui en profondeur, jamais enfoui dans le fond d'un trou de plantation de tomates ou d'autres choses. On prépare sa terre, et c'est seulement une fois que la terre est ameublie, émiettée, qu'on met le compost à la surface. On peut piqueter là où il va y avoir des tomates, et c'est simplement à l'emplacement des tomates en surface qu'on va mettre le compost. Mais toujours en avant. Si on le fait 1-2 semaines en avance, c'est toujours mieux, parce que s'il y avait la moindre trace d'ammoniac, par exemple, ou des micro-organismes encore actifs en train de décomposer, eh bien, ça rendrait la levée des graines beaucoup plus aléatoire et les plantations également un petit peu plus difficiles. Donc, il faut toujours avoir 1 semaine ou 2 d'avance. Alors, les doses sont importantes. Les doses, j'y reviendrai après, mais c'est de l'ordre de 2-3 kilos par mètre carré maximum, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc, beaucoup de gens mettent du compost complètement au pif, avec des risques énormes de surdosage. Donc, ce qui est bien, c'est de peser un seau comme vous le voyez sur la photo, là. C'est un seau qui fait à peu près 18 litres, un grand seau à veau de ferme. Quand il est bien rempli, c'est plus ou moins humide, ça tourne entre 12 et 13 kilos. Donc, si je mets 3 kilos par mètre carré, eh bien, ça veut dire que je vais couvrir une surface de 4 mètres carrés et demi, ce qui veut dire une bande de 1 mètre de large sur 4 mètres carrés et demi de long. Quand on a étalé ce seau à la surface du sol, eh bien, on se rend compte que c'est une fine couche de 4 mm, 5 mm d'épaisseur maximum, ce qui est vraiment très très peu. Et loin de ce que souvent on recommande dans certains petits livrets diffusés par des collectivités ou des magazines, où on voit des quantités de 2 cm de compost à la surface du sol. Là, on est totalement dans la déraison et on est conduit à faire beaucoup de compost pour mettre 2 cm, alors que si je mets juste la juste dose, 3 kilos par mètre carré maximum, eh bien, on n'a pas besoin de beaucoup de compost dans le jardin. Voilà, donc on peut le mettre également au pied des rosiers, au pied des framboisiers, au pied des fraisiers, au pied des rhubarbes, ce que je viens de faire cet après-midi, au pied des cassis, des groseilliers, ça j'ai fait au moment de la taille pendant l'hiver.
Voilà, donc on peut le mettre, on le met toujours à la surface du sol sur des petits fruits. C'est des quantités moins importantes. Alors combien et quels sont les légumes les plus exigeants? Voilà, c'est une question. Donc les légumes les plus exigeants réclament voilà, de 2 à 3 kilos. Bon, sur le tableau, là, j'ai mis 5 kilos, mais franchement, dans le début du potager, quand la terre est pas très riche, quoi, mais très vite, on se rend compte que c'est excessif. Donc, on est plutôt dans les 2-3 kilos par mètre carré. Et les plantes les plus exigeantes, ce sont toutes les cucurbitacées, donc les plantes de la famille des concombres, des courges, des courgettes, des potirons, les plantes de la famille des solanacées, donc les plantes de la famille des tomates, aubergines, pommes de terre, poivrons, la rhubarbe, alors très exigeant en compost là, voilà, le céleri, ce sont des plantes également exigeantes qui poussent normalement dans les marais, hein, donc des endroits qui sont assez riches en matière organique. Et à l'opposé, on a des plantes qui supportent absolument pas les apports de matière organique récents. Ail, oignon, échalote, on en a déjà parlé. Les choux de Bruxelles, qui sont pas très exigeants, alors que les autres choux sont plutôt exigeants. La mâche, la fève, les navets, les radis. Par contre, voilà, il y a d'autres plantes qui sont entre les deux. Donc, dans la rotation des cultures, on va tenir compte des familles botaniques, mais dans un deuxième temps, on va tenir compte des besoins en matière organique. Donc, on met d'abord les légumes exigeants, après un apport de matière organique. L'année d'après, on met des légumes moins exigeants et pas de la même famille. Et seulement la troisième année, on met les légumes qui nécessitent très peu de besoins en matière organique ou même qui pourraient souffrir d'un excès de matière organique. Donc voilà, c'est dans le jardin, les besoins en compost ne sont pas si énormes que ça. Moi, je fais à peu près 600-700 litres de compost par an, et ce qui couvre les besoins de mon potager de 250 mètres carrés. Et nous, on est totalement autonome en production de légumes. On produit à peu près 700 kilos de légumes sur cette surface-là par an, et juste avec un grand composteur plein chaque année, voilà, pas plus. Donc ça sert à rien de faire des montagnes de compost. Par contre, les restes des déchets, vaut mieux l'utiliser en paillis. Voilà, donc ce petit schéma est un petit peu le résumé fétiche pour moi de ma pratique, hein. L'essentiel des déchets du jardin, ce qu'on appelle les déchets verts, hein, qui sont des ressources en réalité, eh bien, ils sont utilisés pour le paillage dans le jardin d'ornement permanent, jardin paillis permanent. Une partie peut être utilisée bien sûr pour le potager, pour la couverture du sol. Donc là, on va utiliser les déchets plutôt qui se décomposent assez vite. Et puis, toutes les plantes malades, les déchets de la cuisine, rejoignent le compost. On équilibre ce compost avec des déchets un petit peu plus ligneux pour éviter que le compost se tasse, amener un peu de matière carbonée, mais vraiment très peu. 2 tiers de déchets de cuisine, 1 tiers de déchets plus ligneux. Et voilà, le compost, on l'utilise uniquement là où il y a besoin, sachant que dans le jardin d'ornement, les besoins en compost sont quasiment nuls. C'est uniquement au moment de la plantation ou sur des sols qui sont des sols de remblai pour remonter le taux d'humus. Mais dans une terre normale de jardin, le compost est tout à fait superflu pour le jardin d'ornement. Voilà, je pense avoir répondu à beaucoup de questions, mais maintenant, effectivement, s'il y a encore d'autres questions, bien entendu, on a encore un petit peu de temps pour y répondre. Est-ce que oui, peut-être rapidement parler de la combinaison fumier de cheval compost et aussi urine et compost? Oui, alors tout à fait. Donc là, j'avais pas de diaporama, mais effectivement, donc le fumier, on peut le composter à part. On peut bien sûr le mélanger un petit peu avec les déchets du jardin et de la cuisine pour faire un compost. C'est pas forcément très très pratique. Le fumier qui est le plus pratique pour mélanger avec les déchets de la cuisine, c'est le fumier de poule, le fumier de mouton, si on a des lapins, le fumier de lapin, mais aussi le fumier de chat, c'est-à-dire la litière, hein. Donc on peut les mélanger, et une fois qu'il y a eu un premier compostage de fait, un pré-compostage, quand ça a déjà chauffé et que la température ensuite a un petit peu baissé, à ce moment-là, on peut l'étaler en automne dans le jardin. Donc le fumier de cheval, il est intéressant parce qu'il contient encore beaucoup de cellulose. Cette cellulose, c'est une nourriture pour les bactéries du sol, moins pour les champignons, mais aussi pour les vers de terre. Donc le fumier, c'est vraiment
intéressant, mais intéressant de le faire pré-composter avant pour qu'il ait fait cette première phase de décomposition et que des germes pathogènes éventuels amenés par les animaux puissent être éliminés. Alors, l'urine, oui, bien sûr, un petit pipi dans le tas de compost, bien sûr, c'est vraiment très bien et moi je le fais régulièrement. Cela dit, arroser systématiquement, quand on met du compost, quand on met des paillis, eh bien tout ça, on se rend compte qu'à la longue, ça amène énormément d'éléments nutritifs et dans tous ces jardins qui utilisent du compost, parfois en excès, et des paillis, on se rend compte qu'au bout de quelques années, ils sont excédentaires en éléments nutritifs et on a vraiment des signes d'excès d'azote. Ça se voit par des orties qui s'installent, par du gaillet qui s'installe, le mouron également qui prolifère. Et donc, quand on a ces plantes-là, indicatrices, c'est vraiment les meilleures plantes bio-indicatrices qui marchent bien, là, ça veut vraiment dire signe d'excès de matière organique, signe d'excès d'azote. Donc, c'est pas le moment de rajouter de l'azote avec de l'urine. Donc, attention à l'urine. Les quantités qui sont préconisées aujourd'hui, c'est peut-être bien dans 5% de dilution, c'est peut-être bien dans un jardin qui démarre, c'est peut-être bien dans un jardin sur une terre pauvre, mais dans un potager un peu au bout de quelques années, au bout de 3-5 ans déjà, il est suffisamment riche et très vite on passe plutôt dans l'excès. Donc attention, excès d'urine égale sensibilité aux maladies aux ravageurs. Donc c'est pas non plus mieux pour le jardinage au naturel. Et derrière, on sait très bien qu'on a des difficultés avec on n'a pas de substances, de pesticides biologiques et de biocontrôle satisfaisants pour lutter contre les maladies. Donc, il faut éviter de les favoriser. En effet. Et si je peux me permettre, il y a un livre très complet qui s'appelle L'urine, l'or liquide au jardin de Renaud Delouze. Si vous voulez vraiment vous intéresser à cette question de l'urine combinée au compost. Voilà. Je trouve que les quantités préconisées sont excessives. Oui, c'est voilà. On va dire que c'est peut-être dans une terre qui n'est pas excessivement riche déjà à la base, en effet. Les quantités s'appuient sur les tables de fertilisation préconisées par les producteurs de fruits et légumes, en l'absence d'autres apports de compost et de matière organique. Donc, si on a un jardinage un peu classique sans paillage et avec pas d'apport de compost, évidemment, là, les quantités sont judicieuses. Mais nous, on restitue au sol déjà tellement de matière organique qu'il faut vraiment être prudent et plutôt diviser par 2 les quantités préconisées aujourd'hui. Dans tous les cas, il faut être prudent et il n'y a pas de contre-indication non plus au compostage de toilettes sèches, si certains se posent la question. Mais il faut savoir qu'il y a quand même il y a de l'azote qui va partir sous forme gazeuse. Donc, en fait, il ne faut pas croire que tous les nutriments vont directement être assimilés dans son sol. Enfin bon, bref, je pense qu'on n'a peut-être pas le temps de s'étaler là-dessus, mais c'est tout un sujet aussi, l'utilisation de l'urine, le compostage de toilettes sèches. Il faut qu'on part quand même du principe que si c'est de la matière organique et que on est dans un et excrétion, il faut vraiment penser à ce qu'on en fait, comment le valoriser pour pas que ce soit un déchet et une pollution. Bien sûr. Ouais. Alors, il y a des questions souvent qui sont posées sur le compost, notamment sur est-ce qu'on peut tout mettre dans le compost, et moi je sais que ça fait partie souvent de débats avec d'autres jardiniers amateurs, par exemple sur les pelures d'agrumes, ce genre de choses. Est-ce qu'on met ça au compost ou est-ce que c'est rédhibitoire Alors, on part du principe, c'est qu'on met tout. Et voilà, c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir. Tous les déchets de cuisine et de repas vont dans le compost et tout est décomposable. Les agrumes font partie de ce qui se décompose le plus vite. On parle souvent de l'acidification, mais nous, à notre échelle de domestique, on n'a jamais des quantités énormes d'agrumes. Donc, et l'acidification, de toute façon, elle est inéluctable, quels que soient les déchets que l'on met, puisque l'acidification, c'est la libération des ions H+, provenant de la décomposition de la matière. Donc le paillage acidifie, la décomposition de toute matière organique acidifie. Et il faut savoir que les tomates, les fraises, c'est encore plus acide que les agrumes. Et là, on ne se pose pas de questions. Donc, vous voyez, donc il y a une espèce de phobie là qui tient au fait qu'à un moment donné, on traitait beaucoup les agrumes.
les agrumes bio étaient pas très nombreux pendant il y a 30-40 ans, et on traitait pour éviter qu'il y ait des moisissures pendant le transport et pendant la commercialisation. Et donc ces moisissures, elles font le travail de décomposition, elles étaient bloquées par ces produits. Ça retardait la décomposition. Donc effectivement, on constatait que les agrumes mettaient du temps, mais c'est pas parce que c'est l'agrume, c'est parce que c'était le fongicide qu'on mettait dessus pour retarder la décomposition. Donc il vaut mieux manger des fruits et des légumes bio, parce que de toute façon, l'essentiel de l'absorption des pesticides chimiques, c'est par l'aliment qu'on l'a. Donc pour sa santé, il faut déjà manger bio, c'est déjà une première chose. L'eau, finalement, amène moins de pesticides qu'on ne le pense dans l'organisme, surtout les aliments. Voilà. Et en plus, quand on fait du compost avec les restes de cuisine et d'épluchures, voilà, on met une bonne nourriture qui est restituée au sol. Donc, tout est décomposable et donc il n'y a vraiment pas à se priver. C'est tellement plus simple de ne pas avoir à réfléchir en se disant « je mets tout ». Non, je mets tout. Et du coup, on n'a rien dans la poubelle et la poubelle ne sent pas mauvais, quoi. Voilà, donc on peut sa poubelle la garder pendant 4 semaines, la poubelle grise, et la poubelle jaune pendant presque 2 mois avant de la mettre à jeter, parce que tout ce qui sent mauvais, ça part dans le compost. C'est tellement plus simple. On a tout à y gagner. Il y a eu d'autres questions, alors c'est un peu sur le même état d'esprit, mais je pense que tu vas répondre un peu de la même manière. C'est est-ce qu'on met des fruits pourris? Voilà, donc en fait, je pense que c'est plutôt l'idée, est-ce que les fruits malades, finalement, on les met aussi ou pas dans le compost? Alors, je viens de faire un nouveau livre là sur Stop aux maladies dans mon potager, et du coup, j'ai revisité un petit peu tous les problèmes liés à ça et un peu révisé ma position qui était peut-être un peu dogmatique sur le sujet. Je partais de l'idée que même s'il n'y a pas une grande montée de température, la durée du compostage et l'activité biologique détruit une grande partie des maladies. C'est toujours vrai. Sauf qu'il y a quand même des maladies qui peuvent résister au compostage, même avec montée de température, parce que les spores des champignons responsables des maladies sont très résistants. C'est par exemple la sclérotignose qui peut toucher des salades. Il y a aussi des maladies sur les fruits et sur les légumes. Donc, les fruits et les légumes malades, je leur trouve une autre destination, c'est-à-dire que je les mets dans le compost de toilette sèche qui va durer beaucoup plus longtemps, qui va durer 1 an et demi, 2 ans pour être sûr que tous les œufs d'helminthe et les germes pathogènes sont bien éliminés. Et c'est seulement quand la décomposition des toilettes sèches est bien faite, et donc avec les fruits et les légumes malades, je réintroduis dans le compost général. Voilà, donc j'ai tellement allongé que la durée de compostage que là, les maladies sont anéanties. Et j'ai une deuxième solution qui est d'évacuer ça assez loin de là où il y a des fruits, assez loin de là où il y a le potager, sous une haie bien dense. Et je recouvre avec des feuilles mortes à l'automne éventuellement. Et là, ça se décompose tranquillement à même la terre, loin pour éviter toute recontamination des plantes, quoi. Voilà. Mais ça ne part pas loin, ça ne part pas ailleurs, quoi. Et c'est pas brûlé, c'est pas jeté. Petit complément du coup sur le compostage des déchets carnés. Est-ce qu'on peut les mettre oui, dans quelles conditions? Alors, tout le monde aura sans doute remarqué dans son jardin qu'un animal mort, un oiseau par exemple, ou une musaraigne que le chat a ramené et n'a pas mangé, en 10 jours, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ce sont les êtres vivants qui sont les plus faciles à décomposer. Très vite, il y a des asticots dedans, et très vite, il ne reste plus que les pattes, le bec, quoi. Donc, c'est une source d'azote. C'est une source de nutriments pour ensuite les plantes. Donc moi, je mets tout dans le compost quand j'ai des poules. Quand je vide les poules, je mets les plumes, les viscères, tout dans le compost. Ça se décompose à une vitesse incroyable. Les restes de viande, je gaspille pas. Donc déjà, il y en a pas. Donc de la cuisine. Voilà, moi je trouve que la viande c'est assez cher, c'est difficile à produire, ça dépense énormément d'eau et d'énergie, donc on la gaspille pas. Donc voilà, je n'ai jamais de déchets de viande dans le compost. Et les os, par contre, évidemment, ils sont pas décomposés, donc je me chauffe au bois avec un poêle à bois.
Donc, je les calcine et c'est la cendre que je récupère pour mettre dans le potager enrichi en phosphore. Voilà, donc oui, tous les déchets carnés, mais aussi on peut parler de sources animales, les restes de fromage, le yaourt qui a tourné, le lait qui a tourné, voilà, ça peut arriver par contre. Donc là, on met dans le compost et ça se décompose très très bien. Super. Merci pour ta réponse, Denis. Il y avait juste rapidement par rapport aux questions qui ont été posées et j'ai un peu répondu dans le chat en fait directement par rapport au bokashi et l'utilisation du bokashi. Du coup, je l'ai mis par écrit si vous voulez aller voir. Et je vais quand même oralement juste rebondir sur la question du compostage en établissement scolaire. Comme je l'ai dit au début et comme je l'ai rappelé aussi par écrit, le tri à la source des biodéchets est déjà obligatoire en fait au-dessus d'un certain tonnage produit par an. Les établissements scolaires sont souvent en fait déjà concernés et ont déjà mis en place des mesures. Mais de toute façon, au 31 décembre 2023, tout le monde va être obligé de le faire. Donc, comment faire déjà, il faut, si vous êtes parent d'élèves, en parler avec l'établissement. Normalement, c'est l'établissement qui va aussi être en relation avec la collectivité qui a la compétence déchets et du coup qui pourra orienter vers des maîtres composteurs et des professionnels qui pourront accompagner la mise en place. Parce que pour qu'un un site de compostage en établissement et partagé se passe bien, il faut que les gens soient informés, soient formés, très important, à la bonne gestion. Et là, ça se pérennise dans le temps. Donc voilà, j'ai un peu mis ça par écrit, mais je voulais le dire oralement parce que c'est très important pour pouvoir mettre en place un projet. Alors, je pourrais rajouter sur les micro-organismes efficaces, là, ce qu'on appelle les EM, c'est que les micro-organismes les plus efficaces qui soient, c'est ceux qu'on a déjà dans le sol. Il y a dans le sol tout l'équipement biologique qu'il faut, hein, avec des centaines et des centaines d'espèces différentes. Et donc, ça ne sert à rien d'amener des micro-organismes venant d'autres pays, hein, notamment le Japon. Les micro-organismes de nos sols font très très bien le travail. Il n'y a qu'à voir la photo qui est derrière moi, très beau jardin, 700 kilos de légumes sur 250 mètres carrés de potager, sans l'apport de quoi que ce soit. Et tous les micro-organismes sont déjà présents dans les végétaux et produits animaux morts que l'on met dans le compost. Donc, il n'y a absolument pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Voilà, donc faut rester simple et éviter de jouer les apprentis sorciers en introduisant des micro-organismes dont on ne sait pas d'où ils viennent, quelles sont les espèces exactement, et on ne sait pas leur devenir. Il n'y a pas d'étude qui a étudié ça. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Voilà, surtout que ça n'apporte rien de mieux que les propres micro-organismes de notre propre jardin. Ouais, c'est très juste. Merci beaucoup en tout cas. Alors là, on arrive un peu au bout. Je pense qu'on a fait le tour un peu de toutes les questions et tes présentations sur les deux axes ont été vraiment très complètes et très enrichissantes. Moi-même, je suis jardinière très amateur par rapport à toi et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, merci pour cette présentation. Je pense que ça a satisfait, en tout cas, je l'espère, les personnes qui nous ont suivis. Voilà, je rappelle donc que cet événement s'inscrit dans ce webinaire s'inscrit dans deux événements. L'un organisé sur le compost dans le cadre du réseau Compost et Citoyens et l'autre donc dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides. Je tiens vraiment encore à te remercier chaleureusement et remercier aussi le réseau Compost Citoyen qui a vraiment contribué au succès. Je pense que les gens vont apprendre après en revisionnant ce webinaire énormément de choses. Donc merci à toi. Stéphanie, je te laisse conclure et peut-être Denis d'ailleurs même pour conclure pour la perspective. Je ne sais pas si tu as un mot à dire justement sur au-delà de... Il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder, les semences notamment, et les semis, voilà, les variétés résistantes, tout ça, ça fait partie aussi d'un jardin équilibré et pour lequel du coup on évite justement la question des maladies. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire, mais voilà, je vous laisse conclure de votre côté. Et en tout cas, encore merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je vais juste dire merci Nadine aussi et Virgile du coup qui était là pour aider au bon fonctionnement technique de cette séance. Et merci aussi à tout le monde d'avoir suivi, d'avoir posé vos questions. On voit que vous êtes très intéressés et ça fait plaisir à voir en fait, même en étant à distance, en étant chacun chez soi.
Oui, on vous souhaite de continuer dans cette lancée et surtout n'hésitez pas en effet à parler de ces événements, des 2 événements donc autour de vous et à continuer à apprendre en suivant les associations. Et Denis, du coup, je te laisse le mot de la fin. Voilà, donc c'est c'est effectivement une bonne solution en période de Covid de faire un webinaire de cette nature. J'espère que ça va servir au plus grand nombre. Pour ce qui me concerne, moi je fais beaucoup de conférences. Là, elles ont toutes été annulées les unes après les autres, ce qui m'a permis d'être aujourd'hui présent. Voilà, donc un bien pour un mal. Il y a aussi donc pour me retrouver les livres que j'écris aux éditions Terre Vivante et dans les 4 saisons du Jardin Bio, qui est une revue bimensuelle. Eh bien, j'ai tous les ans une rubrique, tous les mois, tous les numéros, une rubrique sur le potager. Donc voilà, il y a et des articles régulièrement. Un très bon hors-série sur le sol. Voilà, je fais un petit peu la propagande, mais on parle encore du paillis. Et notamment, quel paillis choisir en fonction du type de jardin, du type de plante. Donc, vous pourrez approfondir votre connaissance sur le type de paillage dans ce hors-série qu'on trouve en bureau de presse des 4 saisons. Voilà. À bientôt. Merci.